l'œuf fécondé à une autre femme, qu'on appelle gestante ou mère gestatrice, mais qui ne transmet pas le code génétique à cet enfant. La législation en France n'est pas permise pour l'instant, mais la loi est en train d'y penser beaucoup. L'autre possibilité, madame n'a pas d'utérus, mais n'a pas non plus d'ovaire. Donc, il va y avoir une fécondation in vitro entre le mari de la femme qui n'a pas d'utérus et la femme qui accepte de porter l'enfant, mais finalement, cette femme, elle va être la mère de l'enfant. Aucun autre enfant ne sera plus son enfant que celui-là. Et il va falloir qu'elle accepte à l'avance de l'abandonner à la naissance. Je fais partie de ceux, très nombreux d'ailleurs, qui sont très réticents par rapport à cette perspective, parce que donc elle tend à considérer que la grossesse est une parenthèse dans le développement de l'enfant, qui pourrait être refermée pour qu'ensuite l'enfant soit élevé par ses parents. On ignore, ou fait semblant d'ignorer, tout ce qui se passe pendant une grossesse, où le relationnel est extrêmement fort. Il y a le phénomène qu'on appelle le phénomène d'attachement de la mère à l'enfant, et on tremble à l'idée qu'une grossesse pourrait être vécue sans attachement, en se disant dans 6 mois, ça sera fini. C'est un peu vertigineux. L'enfant, durant la vie intra-utérine, vit avec la mère qui le porte. Il entend sa voix. Il la sent très vite d'ailleurs. Et pour avoir eu je ne sais combien de nouveau-nés dans les bras hurlant, tous les nouveau-nés hurlent, il n'y en a qu'une qui arrive à le calmer, c'est maman. Donc cet enfant, il a entendu toute sa vie durant la voix de sa mère. Du jour au lendemain, il va partir dans une autre famille, il n'entendra plus la même voix. Il n'aura plus l'odeur de sa mère. La stérilité des couples, c'est une très grande souffrance. Il y a des stérilités qui peuvent être guéries. Et effectivement, l'Église ne dit pas à n'importe quel prix, vous voyez. Il y a beaucoup de droits pour les hommes, mais il n'y a pas un droit à l'homme. Il n'y a pas un droit à l'enfant. L'enfant a beaucoup de droits. Donc il faut défendre ses droits. Tous ceux qui sont même dans des conditions très très mauvaises ou difficiles ont des droits, mais il n'y a pas un droit à la personne humaine. Une des dérives actuelles, parfois, est de promouvoir implicitement, parce qu'on n'ose pas prononcer ces termes, mais une notion qui serait le droit à l'enfant. Comme si, donc, le fait d'être un couple, de s'aimer, donnait droit à procréer. En fait, cette notion n'a pas de consistance juridique. Interrogez un juriste, il vous dira que ça n'a pas de sens. Et surtout, donc, ça serait scandaleux, parce que cette notion impliquerait que l'enfant soit objet de droit. Or, l'enfant est sujet. Il est d'abord sujet. Et donc, sujet de droit. Et donc, ce à quoi on doit prêter attention, c'est les droits de l'enfant. Et parmi les droits élémentaires de l'enfant, il y a le droit à avoir un père et une mère. Le diagnostic prénatal consiste à examiner
le code génétique de l'enfant avant l'accouchement. Le diagnostic pré-implantatoire consiste à examiner le code génétique de l'œuf fécondé avant son implantation dans l'utérus. Le diagnostic préimplantatoire est donc proposé dans les couples à risque parce qu'ils ont déjà eu un enfant qui avait telle et telle maladie. On sait qu'ils ont un risque sur 2, un risque sur 4, enfin ça dépend de la maladie en question. Donc sachant que ce couple est à risque, on fait une fécondation in vitro. On a une dizaine d'embryons, d'œufs fécondés, et on attend les premières divisions cellulaires et on retire 3 cellules qu'on va transformer en culture de tissu pour voir si oui ou non elles ont l'anomalie génétique recherchée. Le restant, on le remet dans l'azote liquide. Bien entendu, on ne va implanter dans l'utérus que si les 3 cellules en question n'ont pas dans leur code génétique l'anomalie que l'on redoute. Mais il y a quand même énormément de questions qui se posent. Parce que dans cette morue-là, j'ai pris 3 cellules. Mais qu'est-ce qui me dit que les autres cellules ont le même code génétique? Les mutations, c'est-à-dire les changements de code génétique, ça existe. J'ai bien placé pour le savoir. Donc je peux très bien, par chance, tomber sur une cellule où il y a une mutation et passer à côté, au contraire, si cette cellule, par bonheur. Bon. Donc il y a un certain pourcentage d'erreurs. Le plus difficile, c'est de se dire, il y a une petite anomalie, est-ce que c'est vraiment une anomalie, est-ce que je la retiens ou est-ce que je la retiens pas? Vous comprenez, pour moi, c'est vraiment le plus douloureux parce que je me dis, si après cette petite anomalie que tu n'as pas retenue, que tu n'as pas jugée importante, ne permet pas de diagnostiquer une maladie pour laquelle on pourrait intervenir ou que la femme souhaiterait, parce que c'est beaucoup plus facile, après, une fois que l'enfant est né, de dire, ah bah oui, il y avait ce petit détail et c'était grave. Je pense que le danger aujourd'hui, il est surtout que souvent, les praticiens se sentent obligés de prescrire des tests qui ne sont pas obligatoires à réaliser, mais obligatoires à proposer. Et là, je pense que, pour le coup, les médecins et les sages-femmes ont vraiment un effort d'information à faire. Et c'est seulement en réfléchissant avec d'autres professions, plus sur les sciences humaines et sociales, qu'on va arriver à prendre ce recul sur la technicité. Parce que forcément, on se sent coupable en tant que praticien s'il y a un test qui n'a pas été fait et que l'enfant se trouve porteur d'une anomalie qu'on aurait pu détecter. Mais si c'est pas notre choix qui est en question, c'est le choix des parents. Donc c'est ça qui est un peu en balance aujourd'hui. Le diagnostic prénatal donc a été institué en France dès la loi Veil, avec la possibilité donc de l'interruption médicale de grossesse. Je ne pense pas que tous ces aspects soient mis en débat dans la révision des lois de bioéthique. Il y a un aspect qui me préoccupe beaucoup personnellement et qui préoccupe les médecins avec qui je travaille, qui est le fait qu'en France, elle soit possible jusqu'au 9e mois. On peut pratiquer l'interruption médicale de grossesse sur un fœtus de 8 mois et demi, ce qui est absolument horrible. Parce qu'il y a un acte létal, on commence par le tuer avant de l'expulser. Donc, si on voulait bien y prêter attention, il y a en France un énorme problème. Il y a également le problème donc de la sélection des embryons en fonction ou des fœtus en fonction de la santé. Parce qu'une donnée qui est peu souvent citée, c'est qu'actuellement en France, donc nous sommes dans un pays où 80% des cas de trisomie 21 sont suivis d'une indication d'interruption médicale de grossesse. Or, la trisomie est loin d'être la plus grave des maladies congénitales. Donc, il y aurait cet aspect-là. Et puis, pour le diagnostic préimplantatoire, donc, le souci est que certains demandent l'extension des situations dans lesquelles il pourrait avoir lieu, donc à des maladies qui auront lieu beaucoup plus tard, par exemple des risques de cancer du sein ou des testicules à 30 ans. Donc avec l'extension, vous comprenez, de la médecine prédictive, on pourra de plus en plus se prévoir de maladies graves et donc le DPI pourrait être de plus en plus